Les jeunes générations ont aujourd'hui un pouvoir d'achat inférieur d'environ 86% à celui des baby-boomers lorsqu'ils avaient la vingtaine. Tout cela à cause de la flambée des prix de l'immobilier, de l'automobile et de l'éducation. On reproche souvent aux millennials et à la génération Z de dépenser tout leur argent en petits déjeuners coûteux, mais est-ce vraiment le problème, ou sont-ils simplement confrontés à une économie beaucoup plus difficile? Voyez par vous-même. En 2022, lorsque le millénial moyen atteindra 33 ans, le prix d'une maison typique aux États-Unis sera de 433 000 $, alors que le revenu moyen des ménages ne sera que de 700 000 $. Avec ce revenu, il leur faudrait tout dépenser pendant un peu plus de 6 ans pour payer la totalité du prix d'une maison, ce qui ne semble pas très réaliste. Et c'est pire au Royaume-Uni, où le coût du logement a été plus de 9 fois supérieur au revenu moyen au cours de la dernière décennie. Les baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, ont vécu à une époque où la vie était beaucoup plus abordable. En 1988, lorsque le baby-boomer moyen a eu 33 ans, le prix médian d'une maison était de 1 000 $, alors que le revenu médian était de 2007 000 $. Cela représente un écart maison-revenu de 4 ans, ce qui est beaucoup plus accessible. Certains baby-boomers pouvaient même rembourser leur maison en 1 an ou 2. Alors, quelle est la raison de tout cela? Sans surprise, alors que l'inflation n'a cessé d'augmenter, le prix des maisons a augmenté encore plus rapidement. Par exemple, une maison de pied 1000 $ en 1990 coûterait 3 767 000 $ aujourd'hui, dépassant de loin le coût des autres biens et services. De plus, dans les années 1970 et 1980, la population américaine était plus faible et la demande de logement était moindre. Les baby-boomers se sont mariés plus tôt, combinant leurs revenus pour investir dans l'immobilier. De leur côté, les membres des générations Y et Z restent célibataires longtemps et choisissent souvent de vivre chez leurs parents pour faire des économies. Les frais de scolarité ont plus que doublé depuis les années 1990 et la dette étudiante a atteint le chiffre ahurissant de 1 700 milliards de $. Le solde moyen des prêts à la fin des études a triplé pour atteindre 3 000 $. Pas étonnant que les jeunes doivent reporter certaines décisions importantes, comme l'achat d'une maison ou la fondation d'une famille. Et même si de plus en plus de personnes obtiennent un diplôme universitaire, les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. Les salaires de départ des diplômés oscillent souvent entre 5 000 et 6 000 $, ce qui est à peine suffisant pour couvrir les prêts étudiants, le loyer et les autres dépenses. Et ce n'est pas tout. Les mensualités de remboursement des voitures ont atteint des sommets. Le paiement moyen est de 716 $ par mois et les durées de prêt peuvent atteindre 69 mois. Les taux d'intérêt élevés aggravent encore la situation, laissant de nombreux jeunes crouler sous les dettes de prêts automobiles et de cartes de crédit. Beaucoup de gens jugent de leur réussite dans la vie en observant celle de leurs parents. Si vos parents avaient une situation financière solide, il y a de fortes chances que vous en ayez une aussi. Et pendant longtemps, l'objectif de la plupart des familles était simple, faire mieux que la génération précédente. Mais cela devient de plus en plus difficile. Dans les années 1940, environ 90% des gens finissaient par gagner plus d'argent que leurs parents. Si l'on passe aux personnes nées en 1980, ce chiffre est tombé à seulement 50%. En d'autres termes, la moitié des gens d'aujourd'hui ne gagnent pas plus que leurs parents, ce qui représente un changement important par rapport aux générations précédentes. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de gens n'aient pas l'impression d'être financièrement en avance. Une enquête de CNBC a révélé que seulement 36 et 5% des adultes affirment qu'ils s'en sortent mieux que leurs parents. Une proportion encore plus importante, 42 et 8%, affirment qu'ils sont moins bien lotis. Les 27 dixièmes de pourcent restants ont l'impression d'être à peu près au même niveau. Et voici le plus étonnant. Ceux qui sont dans la force de l'âge, entre 35 et 65 ans, sont ceux qui souffrent le plus. Ce groupe d'âge est en grande difficulté par rapport à la génération précédente au même âge. Ils sont confrontés à la flambée des prix de l'immobilier, aux prêts étudiants et à l'augmentation du coût de la vie, et les salaires ne suivent pas. Je peux vous donner quelques autres exemples. Entre 2005 et 2014, 97% des ménages italiens ont vu leurs revenus stagner ou diminuer. Et si l'on tient compte des impôts et des prestations, ce chiffre passe à 100%, ce qui signifie que tous les ménages ont été touchés. Les États-Unis ont également connu des difficultés pendant cette période, avec plus de 80% des ménages n'ayant connu aucune croissance réelle de leurs revenus. Heureusement,
Grâce aux réductions d'impôts et autres avantages, la plupart des familles ont tout de même vu leurs revenus disponibles, l'argent qu'elles peuvent réellement dépenser, augmenter. Et pourtant, à certains égards, les jeunes générations s'en sortent mieux que leurs parents. Par exemple, à chaque nouvelle génération, les gens sont plus nombreux à aller à l'université. La génération X compte plus de diplômés de l'enseignement supérieur que les baby boomers, et la génération Y est la génération la plus instruite à ce jour. Près de 40% de ses membres sont titulaires d'au moins une licence, contre seulement 25% des baby boomers. Un niveau d'études plus élevé signifie généralement des revenus plus élevés, ce qui pourrait expliquer pourquoi les membres de la génération Y, en moyenne, avaient plus de richesses à l'âge de 33-34 ans que la génération X et les baby boomers au même âge. La qualité de vie a également augmenté. Même si les choses sont plus chères aujourd'hui, elles sont aussi meilleures à bien des égards. Prenez les voitures, par exemple. La voiture la moins chère aujourd'hui est bien plus sûre, plus fiable et dotée de meilleures caractéristiques que la voiture la moins chère d'il y a 20 ans. La technologie, les soins de santé et les commodités quotidiennes se sont également considérablement améliorés, ce qui facilite la vie sous bien des aspects. Les jeunes générations ont plus de liberté et de protection juridique que leurs parents. Il n'y a pas si longtemps, les gens avaient moins de droits en matière de salaire, de logement et d'obtention de prêts. Malheureusement, les écarts de salaire et les obstacles financiers existent toujours. Mais certaines lois ont permis aux jeunes générations de se constituer plus facilement un patrimoine et aussi d'accéder à des débouchés plus avantageux. Il est intéressant de noter que les parents ont encore bon espoir quant à l'avenir financier de leurs enfants, et ce malgré toutes les difficultés financières auxquelles les gens sont confrontés aujourd'hui. Voyons voir. Environ 42% des adultes penseront que la prochaine génération aura un avenir financier plus solide, bien que ce chiffre tombe à 40% pour les personnes âgées de 35 à 64 ans, selon une enquête de CNBC. Les parents, cependant, sont encore plus optimistes. 59% d'entre eux affirment que leurs enfants seront plus à l'aise financièrement, tandis que seulement 1 sur 5 pense qu'ils seront moins bien lotis. Alors, peut-être que l'héritage est la clé. Après tout, de nombreux parents prévoient de donner un coup de pouce financier à leurs enfants. Plus de 75% d'entre eux déclarent qu'ils laisseront de l'argent par testament. Mais non, l'héritage n'est pas la priorité absolue lorsqu'il s'agit d'aider réellement les enfants à réussir financièrement. Voici ce qui, selon les parents, peut réellement faire une différence. 43% d'entre eux estiment que le plus important est d'avoir un emploi stable. 20% pensent que c'est d'avoir une éducation entièrement payée. Et seulement 15% disent que c'est l'héritage qui compte le plus. En d'autres termes, si une petite aide financière ne fait jamais de mal, la plupart des parents estiment qu'un bon emploi et une éducation solide seront plus utiles pour l'avenir de leurs enfants qu'un héritage. Revenons maintenant aux défis financiers apparemment innombrables auxquels sont confrontées les jeunes générations. Il existe en fait quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre situation. Tout d'abord, essayez de dépenser votre argent de manière intelligente en maintenant les paiements de loyer ou d'hypothèque en dessous de 30% de votre revenu brut. La même règle s'applique aux paiements de voiture. Maintenez-les en dessous de 10%. Commencez à investir tôt et ouvrez un compte d'épargne. 250 $ par mois investis pendant 40 ans pourraient atteindre près d'1 million de dollars grâce aux intérêts composés. Ensuite, changer d'emploi peut entraîner une augmentation de salaire de 10 à 30%. Et c'est un excellent moyen d'augmenter vos revenus au fil du temps. Faites de votre mieux pour rembourser en premier les prêts à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit ou les prêts automobiles. Cela permet de libérer de l'argent pour épargner ou investir. Et pourtant, le débat générationnel est loin d'être résolu. Qui a eu la vie la plus difficile? Les générations plus anciennes critiquent souvent les plus jeunes, affirmant qu'ils ne travaillent pas aussi dur ou qu'ils sont trop distraits par les réseaux sociaux. Mais comme nous le voyons, les données brossent un tableau différent. Les millennials et la génération Z ne sont pas paresseux. Ils essaient simplement de naviguer dans un monde qui leur est financièrement défavorable. Et s'il est vrai que la société a progressé à bien des égards, les défis économiques auxquels les jeunes générations doivent faire face sont sans précédent. Alors, qu'en pensez-vous? Les millennials et la génération Z sont-ils vraiment dans une situation plus difficile que les baby boomers? Ou est-ce simplement parce que nous passons trop de temps sur nos téléphones?